Moi, je suis Nicolas Fung, donc je suis ancien VSCT oui SNCF. Aujourd'hui, je suis consultant chez Lateral Fault, LT pour les intimes. Et on va vous présenter la Reactive Jam Architecture. Ou comment survivre à la 86 en heure de pointe. Bonjour, je suis Jennifer Aguiar. Je suis toujours chez VSCT oui SNCF en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, en fait, on va vous faire un Rex sur une architecture réactive qu'on a mise en place, qui est en prod. On ne va pas du tout vous parler, je suis désolée, on ne va pas vous dire on a des millions de transactions, voilà, des milliards d'utilisateurs ou que sais-je. Nous, notre vrai problème, c'est qu'on devait intégrer notre application dans un système d'information qui était complexe, je pense qu'on peut vraiment dire complexe, qui était contraint, qui était limité et qui était vieillissant, au sens où je pense que la plupart des personnes de cette salle sont plus jeunes que certains assets qu'on pouvait interroger. On va vous présenter le projet Cosmo. Qu'est-ce que c'est le projet Cosmo ? C'est ça, c'est le contrôle des titres des passagers de train. Alors, qu'est-ce que c'est plus exactement ? C'est le système de prochaine génération de la SNCF. Donc, ça concerne à la fois TGV, Intercité, Transilien et TER. Donc, c'est tout le territoire français. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des capacités de temps réel, surtout sur ce qui est service... sur achat après-vente, avoir des possibilités de temps réel là-dessus, annulation de dernière minute, mais également côté mobile, avoir des capacités offline. Donc nous, on est plutôt des ingénieurs back, donc on vous parlera pas de cette partie-là. Et puis c'est surtout, comme vous a dit Jennifer au début, travailler avec des services complexes existants. Donc la plupart de ces services, ils ont 15 ans, ils fonctionnaient très bien jusqu'à présent, et là, on va vouloir tout changer dans un nouveau système. Alors, nos partenaires, en fait, on en a pas mal, entre 10 et 20, ça dépend qui vous interrogez. Ces partenaires-là, la plupart, ils ont des limitations de vitesse. Alors, dans le meilleur des cas, ça veut dire que si vous dépassez la vitesse qu'ils vous ont autorisée, vous allez vous faire jeter. Dans le pire des cas, c'est eux qui vont s'auto-jeter, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, en plus, c'est qu'on n'est pas les seuls clients de ces partenaires. Certains sont dédiés à de la vente, enfin à de la distribution. Et donc forcément, d'un point de vue business, entre vendre et composter des billets, si je résume, vous allez vite faire votre choix. Par ailleurs, certains de ces services, en fait, ils sont eux-mêmes des surcouches à d'autres services qui ont eux-mêmes des limitations, pas forcément meilleures, et qui ont eux-mêmes des qualités de service pas forcément meilleures. Maintenant, nos contraintes. On en a 4, en gros. Donc il y a le fameux très mal nommé temps réel, qui sont en fait donc la remontée d'informations de dernière minute. Il faut savoir qu'au moment où vous contrôlez un train, le temps ne s'arrête pas et les gens continuent d'avoir droit de faire un certain nombre de choses, comme de rater leur train et donc de vouloir annuler leur achat, de monter dans un train et donc acheter un billet, ce genre de choses. La deuxième chose, c'est qu'on doit être scalable. Donc je vous ai dit, on n'a pas des millions d'utilisateurs. En l'occurrence, on a à peu près 10 000 agents sur le terrain qui vont travailler et par contre, on a quand même pas mal de voyageurs qui prennent le train et ils ont le mauvais goût de ne pas vouloir se répartir correctement sur le temps. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des pics, quoi. Et donc, il faut qu'on arrive à tenir à ça. Souvent, 5 minutes avant de monter le train, là, il y a tous les gens qui arrivent, il faut qu'ils montent. Ils ont 4 valises, c'est les vacances. Voilà. Le dernier truc, c'est qu'on doit être résilient. Pourquoi ? Parce que nos partenaires, voilà, ils ont une qualité de service qui est ce qu'elle est. Et des fois, c'est un peu la Troisième Guerre mondiale de leur côté. Pour autant, nous, on a des gens sur le terrain. Et donc, il faut qu'ils puissent continuer à bosser. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais à terme, on va avoir les portes d'embarquement que vous avez peut-être vues à Montparnasse, vous en allez avoir à Saint-Lazare, etc., qui vont aussi interroger notre back-end, qui s'appelle Houston. Retenez bien ce nom. Et la dernière chose, c'est que, comme on vous a dit, on a des partenaires qui sont très historiques, qui prennent en entrée périodiquement un fichier texte dans un format totalement ésotérique. Donc, en gros, on a des batchs. Et on a mis en place des technos qu'on n'imaginerait pas en premier use case. Le premier use case que vous imagineriez, ce n'est pas un batch. Même le deuxième, je pense. Pour autant, c'est possible de le faire. Alors maintenant, je vais revenir à mon titre. Mon titre, c'était « Comment survivre à la 86 en heure de pointe ». On a décidé, pour vous illustrer un peu nos problématiques et les concepts qu'on utilise, d'utiliser une image. On aurait pu vous parler de train en retard, mais on s'est dit, en 2019 en France, franchement, ça va parler à personne. Du coup, on a choisi la 86. Pourquoi la 86 ? Est-ce que vous connaissez la spécificité de la 86 ?
Alors, on a été voir Wikipédia, source d'information d'une fiabilité totale, qui nous a dit que l'A86, c'est l'autoroute la plus embouteillée de France. Et même en Europe, je crois qu'on est bien placé. Par contre, au niveau mondial, franchement, on est des petits joueurs, on le verra après. Donc voilà, nous, en gros, qu'est-ce qu'on essaye de faire là? On est en train de se dire, bon, on va essayer de créer des flux d'informations. Je suis désolée, j'ai vu la conférence accessibilité tout à l'heure. Et si vous êtes daltonien, ce slide n'est totalement pas accessible. J'espère qu'il n'y a personne qui est concerné dans la salle. Donc, dans notre cas, ce que j'ai représenté en bleu, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. C'est-à-dire que quelques jours avant, pour simplifier, on va dire la veille, je vais vouloir aller récupérer en fait ce qu'on appelle le plan de transport, en gros tous les trains qui vont circuler demain. Ça, c'est ma première case avec mes 2 trains. Ensuite, je vais vouloir aller récupérer l'ensemble des commandes sur ces trains. Donc ça, c'est la deuxième colonne bleue. À partir de là, j'ai ma liste de commandes. Je vais vouloir récupérer les tickets qui sont sur ces commandes. Bah oui, parce que je n'ai pas pu tout récupérer d'un coup. Donc ça, c'est mon autre colonne bleue. Et enfin, on pourrait se dire, ça y est, c'est terminé. Mais en fait, non, parce que j'ai besoin d'aller récupérer les informations des passagers qui sont sur ces tickets. Et ça, c'est dans un autre endroit qui est là. C'est mes petits bonhommes complètement à droite. Donc les informations passagers, c'est tout ce qui est carte et abonnement. Par exemple. Ensuite, j'ai une deuxième circulation, c'est le fameux temps réel, le dit temps réel. Donc mes opérations de dernière minute. Donc là, pareil, je vais avoir des informations qui m'arrivent. J'ai eu des échanges, j'ai eu des annulations, j'ai eu des achats. Donc je vais les traiter et ensuite il va de nouveau falloir, dans un certain nombre de cas, que j'aille chercher des informations passagers sur ce qui est en train de se passer. Et enfin, en vert, c'est toutes les informations que va produire mon système. Donc là, pour faire simple, on va dire c'est mes compostages, que je dois remonter au minimum à 2 endroits. La première, c'est la centrale de réservation, pour dire, voilà, j'ai composté mon billet. La seconde, c'est le petit bonhomme que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la LAF, ou la lutte antifraude, qui fait des analyses dessus, que je serais bien incapable de vous expliquer. Donc c'est notre data lake et les data scientists généralement qui s'occupent de cette partie-là. Le problème, c'est qu'on a un ingénieur fou qui est passé et qui nous a mis des limitations de vitesse. C'est assez hétérogène, je crois qu'on est entre 3 et 60. Ce ne sont pas des kilomètres-heure, ce sont bien des requêtes par seconde. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe le matin en heure de pointe? Ce qu'il se passe, c'est qu'on a des très 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 jolis embouteillages, puisque pour des raisons opérationnelles, l'initialisation qui nous apporte des données dont on n'a strictement rien à faire à ce moment-là, doit se faire aussi le matin. C'est le moment où les gens prennent le train. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir plein de voitures bleues. Ça, c'est les informations dont je n'ai pas forcément besoin tout de suite. Je vais avoir mes ambulances. C'est toutes mes opérations de dernière minute qui tentent d'arriver désespérément sur le terrain. Et je vais avoir toutes mes informations de contrôle. Ça, c'est mes voitures de police qui vont tenter de remonter. La dernière chose à noter, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, certains des petits bonhommes ont revêtu un gilet jaune. Ce slide a été fait en décembre. Et globalement, c'est-à-dire qu'ils ont installé un barrage filtrant, parce que c'est vraiment le moment où il faut installer un barrage filtrant. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? C'est le moment où on est en montée en charge, c'est le moment où on est sous charge. Donc si votre partenaire doit vous lâcher, ça sera à ce moment-là. Évidemment, ça sera pendant les heures de pointe ou les heures de grand départ en vacances. Si je résume, qu'est-ce qu'on a finalement? Nous, on a plein de types d'informations, c'est plein de types de véhicules, on a plein de types de routes, et on a des limitations de vitesse. Du coup, comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'est qu'on va essayer d'utiliser Kafka et AK, en particulier AK Stream, pour nous venir en aide. Alors, les concepts qui vont nous aider, par exemple, c'est, on vous a parlé pas mal de la limitation de vitesse. En fait, dans AK Stream, il y a un opérateur qui s'appelle le throttle et qui permet de faire cette limitation de vitesse, de limiter le nombre de requêtes par seconde qui passe devant une entrée, et à la sortie, on a la limitation de requêtes. Ensuite, l'autre concept qui va nous aider, c'est la back pressure. Alors, la back pressure, quand j'étais en master, autant dire au Moyen-Âge à peu près, j'ai eu un prof d'intelligence artificielle, d'IA, qui m'avait raconté une anecdote sur les embouteillages. Ce qu'il m'avait dit, c'est un embouteillage, figure-toi, ça se déplace. Donc ça veut dire que si en ce moment, là, je suis dans un embouteillage, que je revenais au même point 20 minutes après, l'embouteillage, il serait toujours là, mais pas là où j'étais. Et en l'occurrence, il se déplace dans le sens inverse de la circulation. Donc si moi je vais par là, l'embouteillage, il va par là.
Du coup, comme on ne peut pas faire confiance à des universitaires, on a demandé à notre moteur de recherche préféré si c'était vrai. Et on est tombé sur un article de Science et Vie, que vous pourrez aller voir, il est beaucoup plus long que ça, qui nous a dit 3 choses, grosso modo 3 choses qui nous intéressent. La première, c'est que quand le trafic augmente, la circulation ralentit. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. La troisième, ouais, on va d'abord faire la troisième avant la deuxième, c'est qu'effectivement, si on regarde, on a l'impression qu'on a une vague qui déferle dans le sens inverse de la circulation. On a vraiment une forme de compression vers l'arrière. Et la dernière, enfin la seconde du coup, qui nous explique, c'est que les gens qui s'amusent à modéliser ce genre de truc, en fait, ils s'appuient sur les théories de l'hydrodynamique ou de la dynamique des fluides. Je fais une parenthèse, de là à dire que les meilleurs plombiers sont les meilleurs urbanistes, il n'y a qu'à pas que nous ne franchirons pas dans ce talk. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, je ne sais pas s'il y a des plombiers dans la salle, mais en l'occurrence, si vous avez un tuyau avec une taille contrainte et que vous mettez dedans, disons, de l'eau à un débit qui est supérieur au tuyau, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, ça remonte. Okay, et bien ça, tous les plombiers le savent, ça s'appelle la contre-pression en français. Et si vous le traduisez en anglais, ça s'appelle la back pressure. Ok, donc le souci avec ça, surtout si vous vous dites que c'est pas trop acceptable pour faire repartir la circulation, de dégommer des voitures jusqu'à ce que tout le monde puisse passer, c'est qu'il va vous falloir un endroit où les mettre, ces voitures. Vous voyez, là, quand je disais qu'on était des petits joueurs, c'est en Chine, au retour du Nouvel An. Vous voyez. Et donc, en informatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous falloir un buffer. Il va nous falloir même un gros buffer. Dans notre cas, ça va être Kafka. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu fumeux ce que je raconte. Donc on va essayer de vous faire une petite démo sur la back pressure. Tac. Alors, je vais démarrer le petit programme. Je vous rassure, le code sera partagé sur GitHub. Hop. Ici. Tac. Alors, est-ce qu'il va partir? C'est toujours en ce moment-là que ça ne marche pas, en fait. Si. C'est bon, ça a l'air d'être parti. Donc ici, je vais vous montrer un petit graphique que j'ai fait en Grafana. Donc ici, vous pouvez suivre des temps de réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai un générateur d'events. Donc là, je vois que le générateur d'events, il est à peu près à 85 events secondes. Il passe derrière dans un microservice, enfin dans un web service, sur lequel on peut suivre ici les temps de réponse de ce microservice. Donc là, normalement, ça devrait stabiliser autour de 50-70 millisecondes. Donc là, c'est quand tout va bien. Alors, on va attendre un petit peu que ça passe. Parce qu'en fait, lors d'une répétition chez Oui SNCF, on m'a dit que j'étais passé trop vite sur cette partie-là et on ne voyait pas vraiment que ça se lissait au fur et à mesure. Donc là, je vais attendre que les events se propagent, que les moyennes se recalculent bien, parce que là, vous voyez, on a un petit problème où le nombre d'events générés, le nombre d'events qui passent dans le microservice est supérieur au nombre d'events générés. Oui, c'est un petit problème, oui. Donc ici, vous voyez, ça stabilise autour de 50 millisecondes. Ce que je peux faire ici, en fait, sur mon microservice, j'ai utilisé Castlemock, donc c'est juste pour simuler mon microservice. Ce que j'ai fait, c'est que je peux simuler une latence réseau. Donc là, c'est ce que Jennifer disait, c'est les gilets jaunes, c'est les barrages, où c'est quand notre microservice ne va pas très bien. Donc là, on va lui dire, simule-moi une latence de 1,7 secondes. Et on va voir ce qui va se passer. Hop. Donc ici, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais dès que la back pressure va se mettre en place, normalement, ce qui va se passer, c'est que le nombre de requêtes secondes va diminuer. Et puis, lorsque le nombre de requêtes secondes va diminuer, il va nous dire « Non, mais au niveau de mon microservice, je ne peux pas traiter plus d'events que tu m'envoies lors de la génération. Donc, la génération va elle-même ralentir à son tour. » Et évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a ce ralentissement? Parce que mon service, il est un peu débordé, donc il va ralentir. Donc, j'ai bien aimé le talk d'une autre personne qui disait qu'en fait, la back pressure, c'est vous avez votre tasse de café, vous remplissez la tasse de café, et puis si vous renversez trop vite votre café, que vous ne faites pas attention, et puis au bout d'un moment, le café il va déborder, vous allez vous retrouver avec du café partout sur la table. Moi, j'avais bien aimé cette métaphore. Donc là, vous voyez, le temps de réponse du web service est à 1,7 millisecondes, et vous voyez que tout se ralentit. Et si on va sur notre application, on voit ici que tout va bien.
Vous voyez, ça ne s'est pas arrêté, ça continue de tourner. Donc après, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas vraiment vu cet effet-là. Ça se trouve, la génération Nicolas, il l'a mis autour de 150 millisecondes. Et puis en fait, c'est une fake démo sur la back pressure. Ouais, donc, tu bluffes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un feature flip, ici, tac, tac. Donc là, je vais accéder à mon bin que je peux feature flipper en live. Donc je vais aller sur mon bin. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le lien vers le microservice pour voir quelle est la vitesse du flux si jamais je ne passais pas par le web service. Donc là, hop, je vais passer ici la valeur à faux. Et donc là, hop. Donc normalement, là, il va plus contacter le web service. Donc les temps de réponse, ça va rester stable. Et le nombre de requêtes ne va plus bouger. Par contre, vous voyez que les events... si je ne passe pas par le web service, je peux monter jusqu'à 7000 events secondes facilement. Donc c'est vraiment un tout petit programme qui génère des events. Donc dans la réalité, nous, ce qu'on a fait au niveau de notre code à nous sur Cosmo, c'est que derrière, c'est plutôt Kafka qu'on utilise. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec Kafka? On va le dire, dès que le web service a traité les choses, on va pouvoir pouler au fur et à mesure les événements. Donc c'est pour ça que Jennifer expliquait que Kafka, c'était notre buffer à nous. On va revenir sur les slides. S'envoler. Oui, parce que du coup, quand on fait 25 events par seconde, il consomme un peu plus de CPU. Donc là, je vais arrêter, parce que sinon, il va faire du bruit pendant toute la conférence. Hop. On va revenir sur les slides. Non, raté. Et donc là, j'espère que vous avez compris la back pressure. Et le troisième concept, du coup, c'est de gérer tout ce qui est gestion du dit temps réel. Je ne me ferai jamais à ce mot-là, sur lequel on va se baser sur une architecture dite à base d'événements ou événementielle. C'est qui cet AK? Donc alors, on va vous parler de notre retour d'expérience sur AkaStream et pourquoi KISS with AkaStream. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, KISS? Voilà. Donc c'est Keep It Simple Stupid, effectivement. Pourquoi? Alors, ça, c'est notre première version. Donc ça, c'est un composant en AkaStream, dans la DSL d'AkaStream, qui s'appelle un BDFlow. Donc c'est un composant qui a 2 entrées, 2 sorties. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de ce BDFlow, on a des flows simples avec une entrée, une sortie. Ça ressemble plus à une fonction. Et puis par contre, on a d'autres flows où il y a une entrée, 2 sorties, ou parfois 2 sorties, une entrée. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais faites attention. Slide suivant. Ce composant-là, en fait, c'était le composant du try-handler. Donc c'est un composant parmi d'autres composants. Et voilà comment est notre chaîne d'appel AkaStream quand je suis arrivée. Donc là, je vous laisse imaginer le nombre de classes, sachant qu'on a utilisé l'héritage et des beaux patterns stratégie. Donc du coup, on avait un try-handler qui était censé être générique, qu'on pouvait réutiliser, mais en fait, ça ne faisait pas exactement ce qu'on voulait. Donc du coup, on a mis du pattern stratégie pour dire oui, finalement, il y a un try-handler 2, try-handler 3, et selon si on veut tel ou tel traitement, ça sera le 2 ou le 3. Et du coup, il y avait plein de classes, plein d'héritages. Donc, il y avait plein de composants et c'était très, très compliqué. Sachant en plus qu'on était en Java. Donc, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'API Java d'AkaStream, mais c'est une éloge au chevron. Vous avez 40 types imbriqués. C'est totalement lisible. Franchement, au top. Et donc là, du coup, par exemple, ce qu'on a pu nous demander comme évolution, c'est OK, nous, on veut mettre un cache HTTP. Du coup, on s'est regardé avec mes collègues, Taoufik et Mariem, et on a fait comment est-ce qu'on va faire? On a demandé également à des gens qui étaient plus expérimentés sur le projet, qui étaient là depuis plus longtemps, parce que moi, je venais d'arriver. Et en fait, ces personnes-là, ils m'ont regardé, ils m'ont fait je ne sais pas trop comment on va faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à notre ami, un personnage très connu, Steve Jobs, et qui dit qu'en fait, faire simple, ça peut être difficile. Et en fait, pour ça, ça demande de réfléchir un peu et d'avoir une pensée clean pour pouvoir faire les choses simples. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a essayé de dire, OK,
Steve Jobs, on va écouter ce que tu as dit, on va essayer de réfléchir très très fort et de voir ce qu'on peut faire. Donc, en fait, quel est notre use case principal? Qu'est-ce qu'on a voulu faire sur ce composant-là? Donc, nous, notre use case principal, c'est de lire des données dans Kafka, de les récupérer dans ce qu'on appelle un connecteur. Donc, vous pouvez appeler ça aussi un microservice. Ce microservice, ce connecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va interroger un ou plusieurs services externes qui ne dépendent pas forcément de votre service, de votre projet, mais qui peuvent être d'autres projets, d'autres back-ends qui ont 15 ans et qui sont là depuis toujours. Et puis ensuite, cette information, une fois qu'on l'a, soit on la dépose dans Kafka, soit on écrit un fichier en batch qu'on envoie à nos partenaires, soit on fait autre chose avec, mais notre use case principal, c'est plutôt de le mettre dans Kafka afin que d'autres personnes puissent y souscrire et puissent avoir accès aux événements. Donc ça, c'est la version simple, c'est ce à quoi on est arrivé. Donc là, vous êtes un peu comme ce petit chat qui peut représenter notre PO, vous avez un peu peur, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on lit dans notre source, donc notre source c'est Kafka. On va filtrer des éléments, donc on va récupérer les éléments qui nous intéressent. On peut y ajouter du contexte, donc tout ce qui est correlation ID, information de métrique, offset Kafka. Donc je vais y revenir à l'offset Kafka un peu plus tard. Ici, c'est l'opérateur dont je vous ai parlé de throttling, qui est déjà dans AK. Donc il suffit de lui donner des petites valeurs pour qu'il puisse limiter le nombre de requêtes par seconde et lisser les appels. Ensuite, ici, c'est là où on appelle notre web service dans un map async. Donc, cet opérateur est très important parce qu'il permet de préserver l'ordre. Donc, ça va être très important dans le cadre de Kafka et du commit des offsets. Là, c'est un opérateur qui s'appelle le map concat. Donc, ça, je vais y revenir là-dessus. Donc, je parlerai de sashimi. Les chats, ils aiment bien le saumon et ils aiment bien les sashimi en particulier. Et puis, une fois que c'est terminé, comme je vous avais dit, nous, on écrit notre message enrichi dans Kafka. Et là, une fois que le message est écrit dans Kafka, on a une logique de commit qui nous permet de dire soit on commit les messages un à un, soit on essaie de les committer par batch. Donc ici, ce qui nous intéressait, c'était de les committer par batch, parce que committer message par message, c'était pas trop intéressant de communiquer sans cesse avec Kafka. Donc si on peut committer par batch, c'est un peu mieux. Là, ici, c'est la stratégie de supervision au niveau du graphe. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est s'il se passe quelque chose lors de ce traitement, une exception ou un service qui ne répond plus, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc ici, on peut le définir sur la stratégie de supervision du graphe. Et puis là, c'est le sync. Donc le sync, nous, on n'en fait rien. D'habitude, le sync, normalement, c'est l'effet de bord. C'est où est-ce que vous allez écrire, par exemple. Mais nous, on a choisi d'écrire par les flows plutôt. Alors, on pourra vous expliquer pourquoi, si ça vous intéresse. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'ici, on a fait juste une logique de linéaire du graphe. C'était suffisant pour répondre à ce qu'on voulait faire au départ. Alors, revenons sur notre use case. En fait, notre chat, notre PO, ce qui lui intéresse, c'est qu'il y a des événements qui sont quelque part. Pour nous, c'est Kafka, c'est notre rivière. Et donc, lorsque le PO nous demande, nous, on veut des saumons, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pêche les saumons. On va pêcher les saumons et on va les étiqueter. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on les étiquette. Donc, seulement, voilà, on offre cette fonctionnalité à notre PO, mais notre PO, il nous dit... Non, mais en fait, quand je vous ai dit que je voulais des saumons, ce n'est pas des saumons que je voulais, c'était des sashimi. OK, donc soit on se dit, OK, dans ces cas-là, je m'improvise CF, je vais couper des sashimi moi-même, soit j'ai déjà des services existants qui sont mes chefs sushi. Donc il peut y avoir des chefs sushi très performants qui ont beaucoup d'expérience, du coup, qui ont 2 couteaux, et puis je peux avoir d'autres services, peut-être qui sont en cours de construction, ou des chefs sushi un peu fatigués, donc du coup, eux, ils sont un peu moins performants, donc du coup, ils n'ont qu'un couteau. OK. Donc du coup, mes chefs sushi, ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils génèrent mes sashimi. Donc ce qui est très important ici, c'est notre stream. Donc on va pêcher des saumons. Ces saumons sont traités par nos web services qui sont représentés par nos chefs. Donc il y a des chefs qui sont plus ou moins plus rapides que les autres. Et puis à la fin, le truc important, c'est que pour chacun de mes saumons, je génère des bouts de sashimi. Mais une fois que j'ai fini de traiter, par exemple, mon premier saumon, je peux reprendre l'étiquette et dire « c'est bon, j'ai fini de traiter mes saumons et mes sashimi ».
Et du coup, ça, c'est ce qui nous amène dans la logique d'offset, de commit offset dans Kafka. Parce que ce qu'on doit comprendre avec Kafka, c'est qu'on ne commit pas message par message, on commit par offset. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, lorsque je dis que le saumon numéro 3 est arrivé et que je commit l'offset numéro 3, je considère que le saumon numéro 1 et 2 sont déjà traités. Et ça, c'est très important pour nous parce que si jamais la chaîne s'arrête, par exemple, le process redémarre ou il se passe quelque chose sur le réseau, nous, on a envie de reprendre le traitement et de ne pas rater de saumon. Parce que si vous avez loupé des saumons dans votre chaîne de travail, bah, les saumons, ils peuvent finir par terre ou les saumons, ils ont été oubliés dans la chaîne du froid, donc c'est pas terrible. Voilà. Et donc là, maintenant, Jennifer vous va parler de comment accélérer le temps réel. Pour le rendre plus réel, évidemment. Donc, au début, on était hyper optimiste. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on s'était dit, bon, bah voilà, on a l'initialisation, on va aller chercher nos infos de tickets, on va les mettre dans Kafka. Et puis, nos infos, tout ce qui est info sur les nouveaux états, les opérations de dernière minute, ça, on les récupère dans un Kafka qui n'est pas à nous, mais enfin, on les récupère là. Puis, comme c'est à peu près les mêmes objets, hop, on les met dans le même topic. Et puis, finalement, notre connecteur qui va aller récupérer les informations de clients à partir de là, eh ben, il va aller les lire. Bon. Et puis, une fois qu'il a enrichi, hop, il balance ça dans Kafka, tout va bien. Donc en fait, je ne sais pas qui a fait ce slide, mais c'est du très mauvais anglais, puisqu'en fait, on n'est pas du tout en train de faire une voix unique, on est en train de faire un rétrécissement de voix, en vrai. Vous êtes à 2 voix, vous êtes en train de passer à 1. Du coup, qu'est-ce qui se passe pendant les heures de pointe? Ce qui se passe pendant les heures de pointe, je vous rappelle le tout premier slide avec toutes les voitures, c'est que j'ai plein d'événements d'initialisation, j'ai pas mal d'événements de real-time, mais clairement beaucoup moins, et ils se retrouvent un peu noyés dans tout ça. Quand je dis noyés dans tout ça, c'est qu'en fait, y en a certains, ils finissent par arriver sur le mobile une fois que le train il est parti. En fait, techniquement, une fois que le train il est arrivé, depuis 15 heures. Donc voilà. Donc là, on s'est dit, Houston, vous vous rappelez, we've got a problem, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, soit on refait tout, mais c'était un peu chaud à défendre au niveau des PO. Donc, on va peut-être faire pas tout à fait pareil. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok, peut-être qu'on devrait avoir chacun sa voie, chacun sa route. Hein. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Donc voilà, donc on va dire, bon, chacun l'envoie dans son topic à lui, et puis mon connecteur, en fait, là, j'avais un process, un stream qui allait tourner et qui lisait le truc, je pourrais avoir 2 fois le même, sauf que l'un lit dans le premier, et puis l'autre lit dans le deuxième. En plus, ça a un avantage, parce que le throttling, du coup, on peut le mettre par type, je peux dire, je vais privilégier finalement la bande passante du temps réel sur l'init, par exemple. Et comme vous allez me dire, ah oui, non, pardon. Donc, qu'est-ce que je viens d'inventer là? Je viens d'inventer la Webbus, en fait, si je reprends mon image. Je suis en train de dire, certains véhicules ont le droit de dépasser les autres. Concrètement, vous allez me dire, Jennifer, tu mens. Tu mens, ce n'est pas le même code. Donc, pour vous le montrer, vous pouvez tout oublier, vous regardez juste ce que j'ai encadré en bleu. Là, vous voyez bien, on a bien initialisé 2 fois le même graphe. Le init real-time, c'est juste du nommage. Donc, en fait, j'aurais pu l'appeler Toto, Tata, ça ne change rien. La seule chose qui change, finalement, c'est le dernier paramètre qui, en fait, va dire concrètement au graphe où est-ce qu'il va aller chercher sa conf. Voilà, donc ce qu'on a fait, ça ressemble un peu à une lambda architecture. Parce que nous, ce qui se passe pour être résilient, c'est qu'on essaye de faire un batch la veille, voire quelques jours avant, pour charger nos tickets. Parce qu'évidemment, on nous a dit, faites attention, des fois ce service, il ne fonctionne pas. Apparemment, il y a des heures auxquelles il s'allume et d'autres heures auxquelles il ne s'allume pas. Oui, c'est vraiment de la production, c'est vraiment quelque chose d'ancien, mais à la base, ça ne servait pas pour le contrôle. L'autre chose, c'est qu'au niveau du service de commande, le service de commande, lui, nous offre des updates via Kafka, donc un Kafka qui n'est pas contrôlé chez nous. Et donc, du coup, on peut récupérer ces événements-là pour mettre à jour notre vue batch. Ok, donc le dernier truc à faire, c'est qu'on avait un ops, et lui, bizarrement, il voulait faire des trucs avec ses streams, parce que c'était cool, on avait des streams, tout ça, mais il s'est dit, moi, j'ai besoin de faire un certain nombre d'opérations.
Alors la première chose, c'est que je vous ai menti, ou plutôt j'ai omis un détail, c'est que le throttling, en fait, on vous l'a vendu, on vous dit c'est super, c'est un opérateur, ça lise, tout ça, c'est super. Sauf qu'en fait, il est statique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous créez votre graphe, là c'était le code que vous a montré Nicolas, vous mettez votre throttling, vous mettez une valeur, vous faites run, et là c'est fini. Plus jamais vous pourrez le changer. Tant que vous n'avez pas shut down votre graphe et que vous n'en avez pas créé un nouveau. Du coup, c'est pas super pratique, on va pas se mentir. La deuxième chose, c'est que votre stream, on peut vouloir volontairement ou pas le démarrer, l'arrêter, le redémarrer. Votre instance, elle peut tomber en plein milieu de la nuit. Et dans l'idéal, si l'instance avait la bonne idée de revenir, on voudrait que le graphe reprenne, genre il s'est rien passé, il retrouve son état, tout ça, tout va bien. La troisième chose, c'est qu'on vous a dit que des fois, nous, on avait des batchs. Un batch, c'est quoi? C'est un truc qui s'allume à un moment, qui va produire, comme je vous l'ai dit, un seul fichier. On ne peut pas avoir plusieurs fichiers, et qui après s'arrête. Mais un seul fichier, on va dire qu'on voudrait être résilient et qu'on n'est pas totalement sûr qu'au moment où le batch démarre, notre instance soit là. Donc on en prévoit 2, voire 3. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une, évidemment, qui doit produire le seul fichier. Et ça, en fait, le fait de démarrer, arrêter, restarter, on a pu le découvrir avec notre Ops par l'expérience, parce qu'au départ, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allumait notre connecteur. Donc, du coup, il consommait directement le stream de Kafka. Sauf que manque de peau, l'Ops, il voulait couper le service. Mais manque de peau, il y a des services qui passent pendant la nuit, qui redémarrent des process par-ci, par-là. C'est un peu notre chaos engineer chez nous, chez VSCT. Donc, ce qui se passait, c'est que du coup, il y avait ces petites briques de chaos engineer qui passaient, qui redémarraient certaines choses. Et du coup, en fait, un stream qui était coupé, tout d'un coup, il se remettait à redémarrer. Et du coup, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et du coup, ça pouvait créer plein de petits problèmes chez nous. Voilà. Du coup, comment on l'a réglé? Alors ça, c'est une façon de le faire. Oui, parce que alors, en fait, si vous allez voir la doc d'Aka, en gros, ils vous disent « Débrouillez-vous avec les acteurs, point de suspension ». Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Ce n'est pas forcément la façon de faire. Ça a été notre façon de faire, j'ai envie de dire. Vous pouvez faire totalement différemment. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dit, bon, OK, on veut avoir une API HTTP, on va dire qu'elle est capable de gérer un start, un stop, un reload, donne-moi ton statut. Voilà. Ensuite, vous avez un deuxième acteur dont je ne vais pas vous parler tout de suite. Ensuite, vous avez donc un acteur, donc en gros, qui va porter l'état de votre graphe, qui va dire, ou de votre stream, si vous préférez, qui va dire, voilà, je suis démarré, je suis arrêté. S'il reçoit un message de l'API qui dit, arrête-toi, il va l'arrêter, etc., etc. OK, très bien. Deuxième chose, comme nous, on voulait gérer justement ce système de il n'y a qu'une instance qui prend le traitement quand c'est un batch, on a pris Zookeeper, on aurait pu prendre autre chose, qui gère naturellement la notion de leader state. Donc, voilà. Et la dernière chose, c'est peut-être la seule chose à retenir sur ce slide, c'est l'acteur avec une moustache, c'est un hommage à mon beau-père. Ce qu'il faut savoir, en fait, un acteur dans AK, par défaut, il est rattaché à la stratégie de supervision de l'acteur système. Ce qui veut dire que globalement, en termes de gestion de la stratégie de supervision, vous êtes un peu limité. Or, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle des acteurs, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle des acteurs, il faut savoir qu'un acteur, ça a une vie hyper gore, quoi. Enfin, je veux dire, ça suicide, ça s'empoisonne, ça crache tout le temps, enfin, c'est assez horrible. Et donc, vous pouvez généralement avoir besoin en fait, d'avoir une stratégie de supervision un peu fine. Et pour faire ça, ce que vous dit Aka, c'est créer un acteur dont cet acteur va être l'enfant afin de la gérer. Donc nous, on l'avait appelé Daddy, d'où l'hommage à mon beau-père. Donc chez nous, on a 2 utilisations des acteurs. Donc ici, c'est l'utilisation pour la supervision des graphes. C'est quoi la supervision des graphes? Justement, c'est les différents états que peut avoir le graphe. Donc par exemple, lorsqu'on dit que le stream de consommation d'event est arrêté, si jamais la machine redémarre, on aimerait bien que ça redémarre arrêté et pas que ça redémarre et que ça relance le flux, parce que parfois, c'est pas ce que notre Ops attend ou notre partenaire attend. Parce qu'évidemment, on a travaillé avec des partenaires des fois qui n'étaient pas prêts et qui nous ont demandé « ouvrez le service ». Et puis, non, finalement, on n'est pas prêt, donc éteignez le service. Donc, il ne faudrait pas tout d'un coup, on se mette à se rallumer. Ça peut être compliqué pour eux. Okay. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Alors, on va vous donner un peu notre retour d'expérience. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. C'est que si vous pouvez faire simple, faites simple.
faites juste des flows, faites juste des enchaînements de fonctions, entrée-sortie. Utilisez la DSL AK stream le plus souvent possible. Donc c'est un peu comme RxJava, il y a un ensemble de composants. Ce qui vous conseille, c'est de faire des composants et de les enchaîner. Et vous pouvez vous-même créer votre opérateur RxJava ou AKStream. Mais généralement, lorsque vous faites ça, vous pouvez avoir des problèmes. Donc nous, on a essayé d'utiliser la DSL le plus possible et de faire simple. Ensuite, on a utilisé plutôt Scala parce que les signatures étaient plus légères, plus simples à comprendre. Et que l'API Scala est plus simple et plus concise qu'en Java. Ensuite, notre autre learning, c'était surtout mesurer ce qui se passe, essayer d'identifier vos messages, combien de temps est-ce que votre message passe dans chacun des services. J'ai vu également qu'il y avait des confs sur OpenCensus, sur tout ce qui est Open Tracing. Donc ça, c'était une idée que j'avais, mais pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et puis surtout, lorsque vous travaillez avec AKStream et Kafka, faites attention au lag dans Kafka. Qu'est-ce que c'est le lag dans Kafka? C'est un peu le bouchon que vous avez vu sur l'autoroute chinoise. C'est qu'en fait, vous avez plein de messages en retard. Et en fait, plus le temps passe et moins vous avez de messages récents dans votre fil et vous ne savez pas ce qui se passe. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la back pressure, c'est plutôt cool, en fait. Parce que, globalement, si vous regardez le client AK HTTP, par défaut, je crois qu'il a un timeout à 5 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, grâce à la back pressure, vous pouvez très bien dire si mon service il met 2 minutes et demie à me répondre, tant pis, quoi, je vais m'adapter à ces 2 minutes et demie. Donc ça vous évite de timeouter et donc de potentiellement perdre des choses ou de devoir mettre en place des politiques un peu compliquées parfois pour rattraper ce genre de choses. Le problème, en fait, c'est que des fois, pas du tout. Pas du tout parce que justement, vous allez prendre du retard et en plus, potentiellement, vous allez avoir des effets qu'au début, ça va donner ça. C'est-à-dire qu'au début, vous regardez, vous dites, il se passe un truc, je comprends pas trop. Quand vous avez compris, vous êtes la victime de Ken le survivant, en fait. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très concret. Vous regardez sur vos graphes, tout va bien, vous êtes à 6 requêtes secondes, disons, vraiment tout va bien. Sauf qu'en entrée, en fait, vous êtes à 8 événements secondes. Donc en fait, vous êtes en train de subtilement prendre du retard, mais vous ne le voyez pas vraiment parce que vous n'avez pas pensé à mesurer ce truc-là. Ou vous le mesurez, mais vous ne le mesurez pas bien, vous ne regardez pas la bonne chose. Un autre effet que vous allez pouvoir avoir, c'est que c'est totalement possible dans un graphe de dire j'ai 2 sorties, j'ai 2 sinks, en fait. Sauf que ce que ça veut dire concrètement, c'est que si un sink commence à prendre du retard, ça va back-pressurer en amont, et donc votre deuxième sink aussi va prendre du retard. Ça n'est jamais arrivé, je vous rassure, on n'a absolument pas expérimenté ça. Alors du coup, là, c'est l'évolution des architectures. Donc, au niveau des évolutions des architectures, à l'époque, on est plutôt en monolithe. Puis après, on était passé plutôt en microservices, mais c'était des monolithes distribués, en fait, qui opéraient sur les mêmes données. Et puis là, plus récemment, maintenant, on fait des microservices, et chaque microservice est acteur de ses propres données. Et donc là, nous, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est plutôt l'event-driven microservice. Donc en fait, nos microservices, ils ne communiquent pas directement ensemble. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des données, ils les publient, et puis il y a d'autres microservices qui vont consommer ces données pour les consolider une vue, une vérité qui sera unifiée. Donc par exemple, ici, chez nous, ce qui se passe, c'est que au-dessus, vous avez vos apps en amont qui peuvent correspondre à nos connecteurs chez nous. Donc ces connecteurs, ils sont connectés à nos partenaires. Donc par exemple, nos partenaires d'information utilisateurs, nos partenaires de commandes. Et c'est dans ces commandes qu'on récupère nos tickets qui sont enrichis des informations des cartes et abonnements de nos clients. Tout ça, on le publie dans Kafka. Et nos API, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont lire ces données, les charger dans les acteurs AK. Et du coup, l'API, à travers un service AK HTTP, enfin à travers un contrôleur AK HTTP, va communiquer avec cet acteur pour pouvoir donner les tickets. Donc là, le code aujourd'hui, il est en production. On a déployé sur TER et TGV sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, nos API, ce qu'elles gèrent, en fait, c'est 100 000 trains par jour à peu près, pour à peu près entre 600 000 et 2 millions de tickets par jour.
Non. Donc du coup, oui. Donc voilà, on vous a présenté un peu le dernier point de notre slide, qui était tout ce qui est architecture à base d'événements. Donc on vous remercie. Si vous cherchez Scala, c'est notre chat sur le slide, et qui vous demande est-ce que vous avez des questions. Voilà. Non. Merci. Ouais. Sinon, on a des petites annexes aussi, mais c'est comme vous voulez. Soit des questions, soit les petites annexes, au choix. Et les anneaux? Les annexes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme annexe? Donc voilà, c'est une pub scandaleuse pour mon blog. Donc, c'est une autre histoire avec la back pressure. Je vous invite à regarder sur mon site. Donc là, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a mis le système en place de chargement des tickets. Et donc, du coup, on a identifié 2 pics bizarres à 2 dates. Et on comprenait pas trop. Enfin, on est venu me voir, on m'a dit « Oui, Nicolas, il y a des pics. » Et donc, moi, j'ai dit « Ah, c'est à 8h et vers 18h. » Donc, je dirais « Ah, ces pics-là, ça correspond aux heures de pointe. » Tu vois, comme ça, j'ai dit ça comme ça. Je me dis « Bon, les tickets, les heures de pointe, ça doit être ça. » Donc, je contacte mon partenaire. Donc, c'est mon service qui m'offre les abonnements aux commandes. Et donc, je leur demande « Oui, est-ce que vous avez eu beaucoup de commandes à ces heures-là ?» Et là, ils me disent, en fait, non. Donc là, manque de peau, je fais, vous n'avez pas eu de pic particulier, mais nous, on a des pics particuliers. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, là, j'ai travaillé avec mon ops, c'est Clément. Avec Clément, on a regardé, on a fait, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que nous, on fait des pics, alors que notre partenaire en face qui nous alimente, lui, il n'a pas de pic sur le nombre d'événements qu'il génère. Donc on a regardé ce qui se passait, et en fait, au sein des connecteurs, pour maintenir le statut des tickets, on avait fait une base mémoire à base de Guava. Et donc, en fait, ce cache-là, il était unbounded. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de limite sur le cache. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que notre connecteur, il avait sa petite mémoire qui n'avait pas de limite. Donc, évidemment, en heure de pointe, ce cache-mémoire-là, il se remplit. La HIP, la mémoire Java, elle n'est pas illimitée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur notre composant AKStream? Il a fait j'ai plus de mémoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je back pressure. Du coup, je consomme moins vite les messages. Et puis, en fait, vers 8h, 18h, en fait, c'est à ce moment-là que les caches, ils se vident. Donc, on vide le cache à peu près toutes les 6 heures. Donc là, le cache des tickets s'est vidé. Et donc, quand le cache des tickets s'est vidé, tout de suite, il y a de nouveau plein de mémoire. Et là, du coup, il s'est mis à consommer plein d'événements dans Kafka. Et du coup, on avait des pics, mais qui n'étaient pas du tout liés au pic qu'on avait, enfin au pic normal de données. Donc, du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que le composant AKStream, il se battait avec le cache pour essayer de trouver de la mémoire. Et donc, on a regardé aussi les graphes du CPU. Et on voyait que le CPU, juste avant le pic, le CPU, il était pratiquement à 70%, parce qu'en fait, AKStream et le cache se bagarraient pour cette heap mémoire. Donc, je vous invite à lire mon blog pour plus de détails. J'ai tout bien expliqué avec des dessins Grafana et tout, mais ça nous a surpris et on s'est dit « Ah, mais c'était vraiment bizarre comme effet. » Dans notre autre annexe, donc ça, c'est Jonas Bonner. Je trouve que tu fais pas mal de pubs scandaleuses là, quand même. Qui a dit AK for the win, parce que là, en fait, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser vraiment toute la stack AK. Donc, c'est AK HTTP à la fois pour les clients HTTP, mais aussi pour faire les API côté serveur. On a utilisé AK Actor. Donc, AK Actor, ce qui nous permet de faire, c'est de matérialiser nos 100 000 trains sur toute la France en une journée, avec les tickets associés et toutes les informations associées. Et évidemment, AKStream qui fait tout ce qui est préparation, stream processing pour préparer nos données. Alors, dans les autres annexes, donc ça, c'est Jennifer, ouais, plutôt qui en parle. En 56 minutes, ça va pas être possible. 56 secondes. Non, ça va pas être possible. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Ou alors, très rapidement. Là-dessus, plutôt. Concrètement, l'avantage des acteurs, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils peuvent garder une durée de vie limitée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'au début, on ne savait pas trop si ça allait tenir, hein, on ne va pas vous mentir. On s'est dit, finalement, les tickets nous intéressent pendant une journée, quoi. Enfin, un petit peu plus, disons 2-3
2-3 jours. Donc ce qui serait cool, si on pouvait, c'était de stocker l'état de mon train, là, quand, de la course, ce qu'on appelle une course, c'est-à-dire le train a une date donnée, de stocker l'ensemble de son état, et puis une fois que mon train il est parti, qu'il s'est passé un peu de temps, j'ai plus besoin de ces données-là, boum, elles disparaissent d'elles-mêmes. Et donc ça, les acteurs, ça gère très 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 bien ça. L'autre chose qu'on a faite aussi, c'est que les compostages, on les a pas du tout gérés au niveau des acteurs. Les acteurs servent vraiment uniquement pour stocker l'état et pour les balancer aux mobiles. Les mobiles, quand ils veulent nous envoyer de l'information, ils passent par un service particulier qui va publier sur le Kafka. Et donc notre acteur, il va juste écouter ce qui se passe sur le train qui l'intéresse, il va voir le compostage, il va se mettre à jour. Et parallèlement, en plus, en centrale, pareil, on a un connecteur qui va aller écouter pareil le même événement et va mettre en place le central. L'avantage de ça, c'est que du coup, si pour X raison, notre partenaire à qui on doit envoyer ces événements n'est pas là, ou qui met un peu de temps à nous renvoyer l'information comme quoi, oui, il a bien composté, quand je dis un peu de temps, des fois c'est 40 minutes, et ben, on est quand même capable de prévenir les autres mobiles que oui, vraiment, le ticket a été composté. Et j'ai tenu, je suis désolée, on va devoir partir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après.